Détendez-vous sur Radio Clédou. Partout où vous êtes, à la maison, dans vos lieux de loisirs. Branchez-vous sur le dynamisme. Radio Clédou. Radio Clédou. 101.2. Le sport, les infos, la musique, l'actualité, le tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, à une condition de Clédou, on vous dit bonjour, bienvenue et bon réveil. Merci d'avoir choisi le réseau Clédou. Vous avez fait le choix, c'est le meilleur des choix. Vous allez être informés sur l'ensemble du continent. On vous dit bonjour et bienvenue sur l'ensemble du globe, quels que soient les moyens avec lesquels vous êtes en train de nous écouter. Installez-vous confortablement. La matinale commence par le journal de 7 heures. Le présentateur se nomme Bakary Sékou Cissé. Bakary, nous sommes aujourd'hui mardi 21 novembre de l'an 2017. Il est 7h30, temps universel. Vous avez la parole. Oui, bonjour Abdoulaye. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette édition, la première de Clédou Info. Grande mobilisation pour dénoncer les violences faites aux migrants africains en Libye. Hier, plusieurs dizaines de personnes étaient devant le consulat de la Libye ici à Bamako. On en parlera dans ce journal également par rapport à la migration, lancement du projet d'appui aux initiatives de prévention et de lutte contre la migration irrégulière. Le projet a été lancé hier à Koulikoro. Nous allons retrouver au début de ce journal notre envoyé spécial à Koulikoro, Arunaba, pour les précisions. Et puis, dans la page internationale, nous allons découvrir ensemble la maison House, Mandela House, c'est-à-dire la maison de Nelson Mandela, où Nelson Mandela d'ailleurs a vécu de 1946 à 1962. Kassim Traoré, notre reporter, qui se trouve à Jouobourg, a visité hier cette maison et nous fera découvrir donc Mandela House dans ce journal. À la fin de cette édition, comme tous les mardis, nous allons retrouver Fanta Diakité dans la chronique santé. Aujourd'hui, nous allons parler du tétanos. C'est le titre de ce journal. Le développement dans un instant avec Bakary Cissé. Bienvenue à cette édition. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 21 novembre 2017. Je le disais tantôt, réduire les flux migratoires, c'est l'objectif du projet d'appui aux initiatives de prévention et de lutte contre la migration irrégulière. Le projet est financé à hauteur de 325 millions de francs CFA par l'ambassade du Royaume des Pays-Bas au Mali. La cérémonie de lancement, c'était hier, lundi 20 novembre, dans la salle de spectacle Seramori Diabaté de Koulikoro. Il était présidé par le ministre des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine. Suivons le reportage de Arunaba. Le Mali est un pays marqué par d'importants mouvements migratoires. C'est un pays à la fois de départ et de transit. Ces projets à travers ses composantes ont notamment la sensibilisation, la promotion du dialogue communautaire, la formation d'au moins 50 000 personnes vont contribuer à donner le maximum d'informations sur la migration clandestine. Pour Abdraman Silla, le ministre des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine, il est important de mutualiser les efforts afin de faire face à ces fléaux. Pour ce défi migratoire, la plus crédible consiste à travailler en synergie dans une vision commune et dans la responsabilité partagée. C'est important. La migration est une affaire des familles. En ce qui nous concerne, je réaffirme ici l'engagement de la République du Mali à jouer pleinement sa part de responsabilité dans la gestion de cette migration. Notre rôle en tant que dirigeant, c'est de construire des ponts et non des barrières. Et cette coopération avec le Royaume des Pays-Bas illustre parfaitement notre volonté commune de répondre à ce défi migratoire. Le présent projet contribuera à la mise en œuvre de l'axe numéro 1 de la politique nationale de migration que donne la PONAM, notamment l'appui aux initiatives d'information et de sensibilisation sur les risques liés à la migration irrégulière. Le projet d'appui aux initiatives de prévention et de lutte contre la migration irrégulière est financé par l'ambassade des Pays-Bas au Mali. Pour les représentants diplomatiques du Royaume au Mali, Djolko Opewal, la migration clandestine est un véritable danger pour les migrants. Ne vous laissez pas piéger. La clandestinité tue. Et la lutte contre la migration irrégulière est l'affaire de nous tous. Soyez conscients des risques, ne prenez pas des risques qui vont tuer.
Alors c'est ça aussi l'objectif de cette campagne et je pense que le moment est pertinent. Dans l'année 2016, on a vu 5000 morts dans la Méditerranée. Cette année, 2800 jusqu'à ce moment dans la Méditerranée. Et ce n'est pas seulement les victimes, les morts, c'est aussi la violation des droits de l'homme. Et je pense qu'on est très conscient maintenant de ce qui se passe en Libye. La situation là est très difficile pour tout le monde. Ces projets concernent les localités de Bamako, Koulikoro, Ségou, Mopti et Tombouctou pour une période de 15 mois. Alors, merci Arunaba. De retour de Koulikoro, hier ici à Bamako, plusieurs dizaines de personnes se sont retrouvées devant le consulat de la Libye, ici à Bamako, pour dénoncer les violences faites aux migrants africains en Libye. Les points avec Mahamadou Khan. Des migrants africains vendus comme du bétail en Libye, une pilule difficile à avaler pour Malik Konaté du mouvement Trop c'est trop. On est là pour interpeller la communauté internationale, les dirigeants africains, surtout l'autorité malienne de prendre des mesures nécessaires pour libérer nos frères et sœurs qui ont été vendus en Libye et ensuite de les mettre dans leurs droits et de les faire retourner dans leur pays respectifs. Cette situation était prévisible, s'alarme Mamadou Famanta Touré de FISPA, le Front international des sociétés civiles panafricaines. Ça fait 2 mois que nous, Front international des sociétés civiles panafricaines, avec le CESTEM, le Conseil supérieur de la diaspora malienne, nous avions organisé une conférence de presse. Nous avons lancé un cri de cœur aux autorités maliennes pour leur dire qu'il y avait 20 000 Africains qui sont jetés en Libye, qui ne peuvent pas sortir de chez eux, qui ne peuvent pas rentrer chez eux, qui ne peuvent pas faire la traversée. Et il y en a qui sont en train d'être vendus comme du bétail, mais ils ne nous ont pas écoutés. Quant à Tcheblin Dramé, président du Parena et ancien ministre malien des Affaires étrangères, il espère que les gouvernements africains se réuniront très vite sur le sujet pour analyser la situation et prendre les mesures qui s'imposent vis-à-vis du gouvernement libyen, vis-à-vis des milices libyennes, mais aussi à l'endroit de l'Union européenne. C'est parce que l'Europe a érigé des murs le long de ses frontières. C'est parce que l'Europe a fermé ses frontières aux Africains que nous sommes confrontés à cette situation-là. Et notre rassemblement est prévu ce mardi à 16h à la pyramide du souvenir de Bamako, toujours pour dénoncer et interpeller les dirigeants africains sur la vente des migrants subsahariens en Libye. Voilà, merci Mahamadou Khan. Depuis en tout cas l'apparition d'une vidéo de nos confrères américains du CNN, les leaders d'opinion et d'autres personnalités africaines ne cessent de manifester leur indignation et leur colère face à ce qu'ils qualifient, je cite, d'esclavage de notre âge des Africains et par les Africains. Et puis plusieurs joueurs de football ont marqué leur solidarité sur en dehors des terrains de football le week-end, comme Didier Drogba et Serge Aurier, qui se sont exprimés sur les réseaux sociaux, ou Cheikh Doucouré également sur le terrain. C'est pour dire tout simplement que toutes les sensibilités ont été touchées donc par cette vidéo. Nous allons changer de sujet pour parler maintenant assainissement et urbanisation dans la commune urbaine de Ségou. Après le quartier Amdalaï, Bamanaki et Médine, le quartier de la mission catholique a bénéficié cette semaine des actions de la mairie de Ségou. La route de la cathédrale a été également réhabilitée. C'est un compte rendu signé Doubadamele. Il faut dire que ces actions menées dans les quartiers de la mission catholique confirment le fait que le conseil communal de la commune urbaine de Ségou, avec le leadership de Noum Diara le maire, a fait de l'assainissement son credo, chose qui procède d'un bon cadre de vie. Noum Diara, maire de la commune urbaine de Ségou. Nous sommes à la mission catholique, sur sollicitation bien entendu du chef de quartier et de ses conseillers, plus toutes les communautés de la mission catholique, pour essayer la dépression derrière la maison de Diagossa, une grande excavation qui était bordée d'ordures à telle enseigne que ça créait beaucoup de désagréments. Donc nous avons décidé au niveau du conseil communal de chercher à assainir ce cadre de vie au bénéfice de nos populations qui sont à la mission catholique. Mais avant, d'autres actions ont été menées. Pendant l'hivernage, à faire ce que nous pouvons. Face à la rareté des ressources, nous avons dit qu'il faut que la commune s'active. Il faut chercher réellement à faire ce que nous pouvons. C'est pourquoi nous avons doté chaque quartier de Ségou d'une subvention de 250 000 francs
soit 4 millions de francs CFA pour curer les caniveaux et faire certaines voies qui puissent drainer l'eau et éviter la stagnation afin que nous ayons toujours, comme je l'ai dit, un bon cadre de vie, un cadre de vie assaini qui puisse procéder réellement de la santé des populations. Le tout dans un cadre de participation citoyenne. Noum Diarra, maire de la commune urbaine de Ségou. Enfin que, c'est vrai, tout ce que nous voyons très souvent, le gouvernement nous aide à faire, mais qu'est-ce que nous-mêmes nous pouvons? J'ai voulu donner cette leçon, que la commune prenne le leadership et appelle les populations à faire ce que nous pouvons. Quel que soit l'état de nos ressources, nous pouvons quand même faire quelque chose et dire voilà ce que nous avons fait. Ce qui démontre que le conseil communal de Ségou mise beaucoup sur l'assainissement pour le développement de la commune de Ségou. Douba Dambélé pour la radio Clédou. Voilà, merci Douba Dambélé. Ici à Bamako, le secrétariat permanent de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives au Mali, UTE, a organisé hier une conférence de débat sur le processus de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives au Mali. C'était à la faculté des sciences économiques et de gestion. Les objectifs de la conférence avec Fatoumata Traoré, secrétaire permanente d'IT au Mali, au micro d'Etienne Nyaré. Faire en sorte que le monde universitaire soit informé sur la mise en œuvre du processus ITIE. Ensuite, de faire en sorte que les étudiants puissent s'intéresser au secteur extractif en général, mais aussi permettre à ce qu'un large public suscite le débat autour des revenus extractifs au Mali. La faculté, les choix de la faculté s'expliquent par le fait déjà que c'est une faculté en charge des questions économiques. Et on sait que les flux financiers, c'est des questions économiques et financières. Et en même temps, on s'est dit que c'est vraiment une première. On doit commencer d'abord par la faculté des sciences économiques et de gestion pour faire en sorte que c'est les étudiants qui sont dans cette faculté-là puissent savoir quelles sont les données macroéconomiques par rapport au secteur minier, mais également dans le cadre de la préparation des thèmes de mémoire, que les étudiants maliens s'intéressent plus au secteur extractif de manière à faire en sorte que dans les années à venir, ce secteur-là puisse être vraiment un secteur moteur pour le développement. Donc on sait aujourd'hui qu'au Mali, on a beaucoup de problèmes par rapport à la mobilisation de l'expertise locale dans ce secteur. Vous allez voir que toutes les entreprises minières qui sont sur le terrain, notamment une dizaine, donc toutes ces entreprises utilisent l'expertise internationale. Donc on s'est dit que si on a plus d'étudiants, plus en tout cas de cadres maliens qui s'intéressent à ce secteur-là, ça va permettre à long terme de combler ce déficit-là en matière de personnel ou en matière de compétences humaines en charge de ces questions liées à l'activité minière, pétrolière ou gazière au Mali. Voilà, donc là, c'était Fatoumata Traoré, secrétaire permanente. Il s'agit donc de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, propos recueillis par Etienne Nyaré. Je le disais dans les titres, le Nelson Mandela National Musée est communément appelé Mandela House, est la maison où Nelson Mandela a vécu de 1946 à 1962. Mandela a fait don de la maison au Soweto Héritage dont il est le fondateur. C'était le 1er septembre 1997. Kassim Traoré, notre journaliste présent à Joubour, a visité cette maison pour nous. On va suivre avec Kassim. C'est en compagnie de deux dames que nous avons visité la ville de Soweto, située à quelques 15 km de Johannesburg, la capitale sud-africaine. La professeure Aminata a été la première à prendre la parole. Soweto, c'est une petite commune qui est dans la grande ville de Johannesburg. C'est ce qu'on appelle un township, qui est un quartier historiquement noir. Donc, en fait, dans le temps de l'apartheid, quand il y avait la ségrégation raciale et que les différents groupes raciaux étaient confinés dans des quartiers résidentiels différents, donc Soweto était censé être le quartier résidentiel des Noirs. Dans la rue Orlando West, où se trouve la maison de Madiba, nous avons été accueillis par Jonan, une sud-africaine guide au niveau de la maison. Monsieur Mandela habitait là 15 ans avant la prison. Après de Klerk, le dernier président blanc, c'est lui qui libérait Mandela. Après 27 ans, Monsieur Mandela, il est revenu là pour 11 jours seulement, parce que beaucoup de gens, beaucoup de médias ici. Avant la prison, marié 3 fois, habitait là avec sa première femme Evelyne, divorcée, et marié Winnie. Visiter Soweto sans faire un tour dans Mandela House ressemble à une visite incomplète. C'est devenu en fait un lieu touristique qui est très visité, donc, mais c'est une maison quand même très, très modeste où on trouve les diplômes que Nelson Mandela a acquis, on trouve des photos de famille de Nelson Mandela et bien des photos avec ses amis. C'est une maison qui est fort de symboles historiques et donc qui résonne très fortement avec les gens.
et donc les gens ont quand même envie de visiter et de se rapprocher de cette histoire-là quand ils sont ici en Afrique du Sud. Mandela House a été donné à une fondation qui la gère, mais ici, les visites sont payantes. Monsieur Mandela a donné la maison pour des traces. Combien de personnes viennent ici par jour d'ici? 100, 200, 400, beaucoup. Pour tout le monde. La personne paye combien de rand? Pour International 60, pour African Union 40 Il y a beaucoup ici par les Zoulous. Saubona, Sanbonani, comment ça va, Kunjani, il y a Niabonga, Siabonga. Avec cette visite, on se rend compte de la modestie de Nelson Mandela et de tous ceux qui l'ont accompagné à ses débuts, car il n'a finalement passé que 15 ans dans cette maison qui se trouve dans le township de Soweto. Voilà, merci Kassima Traoré depuis Johannesburg. Nous allons donc partir directement sur l'international pour parler d'abord au niveau de la Mauritanie que le code pénal sera bientôt modifié dans ce pays pour durcir la peine prévue à l'encontre de ceux qui se rendraient coupables de blasphème. C'est l'une des conséquences de l'affaire du bloqueur Mohamed Ould Mektir. Le gouvernement a réagi à sa manière en adoptant un conseil des ministres ce projet de loi pour remplacer l'article 306 du code pénal qui prévoit de nouvelles peines pour ceux qui marcheraient dans les traces de Ould Mektir. Au Zimbabwe cette fois-ci, malgré les appels incessants à démissionner des FPR, Robert Mugabe s'accroche à son fauteuil, La procédure de destitution jusqu'ici évoquée pourrait être surplantée par une nouvelle stratégie de sortie de crise, une feuille de route établie entre l'armée et le président zimbabwéen. Le général Chiwanga, chef d'état-major de l'armée, affirme hier soir que Robert Mugabe est en contact avec son vice-président déchu Emerson Mnangagwa qui sera prochainement de retour au pays. Toujours par rapport à la situation, le président sud-africain et président en exercice de la SADC, Jacob Zuma, a pris hier la direction de l'Angola pour un sommet extraordinaire à Luanda de la Troïka de l'organisation sous-régionale qui comprend l'Angola, la Zambie et la Tanzanie pour tenter de trouver une porte de sortie à la crise zimbabwéenne. Le premier objectif de la SADC est de ne pas créer le précédent. L'Angola, la Tanzanie et la Zambie ou même l'Afrique du Sud qui seront représentés dans cette réunion ne veulent pas de coup d'État sans sanctions. Plus de 183 millions de francs CFA, c'est le coût global de la campagne de vaccination contre le tétanos maternel et néonatal, je vous le disais dans les titres, c'est le sujet de la chronique santé de ce mardi 21 novembre, une réalisation de Fanta Diakité. La commune rurale de Welesebugu compte 9 communes et elle est couverte par 6 centres de santé communautaires et un centre de santé de référence. Actuellement, le CESCOM central et le CCRF connaissent des difficultés qui entravent la bonne marche des activités, au dire du maire de la commune rurale de Welesebugu, Yaya Samake. À ce jour, les indicateurs en matière de vaccination demeurent faibles, avec respectivement un taux de tétanos diphtérie de 42%, c'est dire donc des efforts importants restent à consentir pour être à hauteur de l'objectif national et pour le bien-être de nos femmes et de nos enfants. Mis en service en 2016, le centre de santé de référence de Welesebugu, qui couvre 9 communes, connaît des difficultés. Son plateau technique a besoin d'être renforcé, aussi bien en personnel infirmier que dans toutes les spécialités qu'en matériel. Aussi, compte tenu de notre situation géographique caractérisée par la fréquence des accidents de la circulation, nous pensons qu'il est nécessaire que ce centre de santé de référence soit doté des médecins traumatologues pour la prise en charge d'éventuelles victimes de ces accidents. Par ailleurs, la décision d'éliminer le tétanos maternel et néonatal a été prise lors de la 42e Assemblée des Nations Unies. Abdul Karim Sidibé de l'Organisation mondiale de la santé. Le tétanos néonatal est dû à une bactérie qui se développe en l'absence d'oxygène, c'est-à-dire dans les plaies ou dans le cordon ombilical, s'il n'est pas nettoyé correctement. Cette bactérie produit une toxine pouvant entraîner
de graves complications ou la mort si elle n'est pas traitée à temps. On se rappelle, en fin 2016, le vaccin pour éviter le tétanos maternel et néonatal a été introduit dans plus de 106 pays et on estime que 84% des nouveau-nés étaient protégés grâce à cette vaccination. Le tétanos maternel et néonatal subsiste en tant que problème de santé publique dans 18 pays, principalement en Afrique et en Asie. Selon l'OMS, le tétanos néonatal représente la cause de 14% de tous les décès d'enfants de moins d'un mois. C'est pourquoi l'UNICEF seul a injecté plus de 183 millions de francs CFA pour supporter cette campagne. Félix Akebo, représentant adjoint de l'UNICEF au Mali. La maladie a été éliminée dans une grande partie du monde, particulièrement dans les pays développés. Actuellement, 402 pays ont éliminé le tétanos maternel et néonatal sur les 593 qui étaient en danger en 1999. L'initiative de l'élimination du tétanos maternel et néonatal comporte les stratégies suivantes. Immuniser les femmes en grossesse avec un vaccin contenant la naproxène tétanique. Vacciner les femmes en âge de procréer avec le même vaccin à travers 3 séries d'activités de vaccination supplémentaires correctement espacées dans les zones à haut risque. Promouvoir la pratique d'accouchement propre et de soins du cordon pour prévenir l'infection pendant et après l'accouchement. Il est important d'avoir une attention particulière pour les infrastructures sanitaires afin d'offrir un soin de qualité. Ainsi, le Mali avait tenté d'éliminer le tétanos maternel et néonatal en 2007. Malgré les différentes campagnes de vaccination ciblant les districts à haut risque, sur les 37, 33 n'ont pas atteint les taux de couverture de 80%. Professeur Samba Ousmanso, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. La stratégie approche à haut risque consistant à administrer au moins 2 doses d'anatoxine tétanique qu'on appelle TT, tétanos toxoïde, à toutes les femmes en âge de procréer vivant dans les districts jugés à haut risque a été prôné. Notre plan d'élimination au Mali met l'accent sur les activités clés qui sont entre autres la promotion de l'accouchement propre, la vaccination des femmes enceintes dans le cadre du programme élargi de vaccination de routine, l'organisation de campagnes de vaccination avec l'anatoxine tétanique en 2 tours suivis d'une campagne de rappel chez les femmes en âge de procréer. Cette campagne permettra d'administrer plus de 2 millions de doses chez les femmes de 15 à 49 ans et mobilisera également 8496 agents de santé. Alors, merci Fanta. Donc là, nous allons préciser à nos auditeurs que cette chronique est une rediffusion. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Les 7 heures passées de 22 minutes dans notre studio. Présentation de l'édition Bakary Sissé, mise en onde Abdoulaye Andane. Restez avec nous. L'information continue sur notre antenne. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaine.